Bonjour à vous tous, mes chers amis. Chers amis, où que vous soyez, bonjour à vous tous. J'ai envie de, c'est juste une envie comme ça pour décontracter et surtout décontracter parce que je suis très très fatigué, très très fatigué. Bon, il y a quelque chose, un travail assez profond qui m'attend à faire. Donc, je procrastine. Je procrastine pour remettre ça, mais c'est un travail que je dois faire. C'est gay. Du moins, pour ce mot, hein, c'est des mots extrêmement gentils. C'est comme si j'étais, comme j'étais dans un café mort de Vujil, de CDH, de CDH, de Wagnoun, pourquoi pas Wagnoun, hein? Mais je connais, c'est l'ambiance des cafés de la vallée que je connais le mieux, donc qui me convient le mieux, hein? Imaginez que je suis avec des amis, avec Aziz Boufkar, Makhlouf, Oubjou, Bouhou, toute la clique là, tout ce bon monde là, Boualem, Mordna, etc. À Boujlil, Khawante Vache Gouaïvi, quelque part, Boujlil, Akhan Akhan, Matras, pourquoi pas Matras, parce que j'ai des amis là-bas. Du moins, j'ai du moins, un ami que j'adore. Que je l'adore parce qu'il est extrêmement nerveux. Je l'adore parce qu'il est bon, il est généreux. Bon, c'est un ami, bien sûr. Je l'adore surtout parce que il est extrêmement nerveux. Il s'appelle Abslam et que j'ai déjà cité, Abchouel, hein, qu'il s'appelle Abchouel. C'est que je vais vous parler de livres. De livres. Hier, hier, comme par hasard, je suis tombé sur une intervention vidéo sur le philosophe et mathématicien d'exception Bertrand Russell. Bertrand Russell. Elle viendra juste après l'intervention, hein, juste après mes quelques mots. Hein. Quelques mots. Elle viendra quand j'ai commencé à écouter le topo, c'est un aspect très très bref de la vie de Bertrand Russell. Je souriais vraiment de plaisir, hein, de plaisir, parce que c'est une intervention qui n'a rien à voir avec les mathématiques pures, hein, c'est-à-dire, il parlait de la vie au quotidien de certains mathématiciens, et vous allez voir, je vous laisse le soin de, du moins, je vous laisse le soin, non, je vous laisse découvrir certains aspects dramatiques des vies privées de certains mathématiciens. Vie sociale ou dramatique. Vous allez découvrir un mathématicien qui est devenu un célèbre, hein, célèbre, c'est-à-dire actuellement ces livres sont étudiés à un niveau supérieur dans les universités. Hein. C'est-à-dire c'est de la mathématique hors norme. Il est devenu fou, fou, Gabel, Abel. Et un autre mathématicien pour qui j'ai énormément d'admiration par tous les théorèmes qu'il avait démontrés et qui a abandonné son fils. Bon, donc, c'est pour Aziz et Mahdi. S'il vous plaît, faites-moi plaisir, écoutez le tout. Du moins, les interventions sur les mathématiques, elles n'ont rien à voir avec les équations, dans les chiffres, absolument rien. C'est la vie au quotidien de tous les jours, c'est-à-dire comment a évolué la pensée mathématique. Il y a une autre intervention, c'est la démonstration de la conjecture de Poincaré, de
Non, pas Poincaré, hein, je commence. La conjecture de Poincaré a été résolue par Grégory Perelman, hein. Le théorème de Fermat, AN plus XN égale BN, hein, la résolution de cette équation. De AN, A puissance N plus B puissance N égale C puissance N. Hein. Comment est-ce que là une solution? Ça, c'est très long, très long. Un mathématicien américain a mis 7 ans pour la démontrer. Il a mis 7 ans pour la démontrer. C'est devenu un événement planétaire quand il avait fait la présentation. C'est une démonstration qu'il a gardée secrète. C'est un travail qu'il a gardé secret pendant 7 ans. Il travaillait tout seul. Tout seul, donc quand il avait terminé, il avait appelé un ami à lui. Vous allez voir, du moins, ça, il faut voir ça, une intervention Wiles, W-I-L-E-S, c'est le mathématicien. Ensuite, il y a une belle histoire à la fin, comment est-ce qu'on ne se démonte pas. Bon, pourquoi j'aime les mathématiques, j'aime les mathématiques sans être un mathématicien, hein. Niveau ardoise, hein, niveau zéro. Mais j'adore les mathématiques. J'adore les mathématiques. Mais puisque j'ai dit que je vais parler de livres, je vais vous parler de livres. Hein. Mais juste deux parenthèses. Deux petites parenthèses. Grâce à ma Joconde, à ma jarre, hein, moi, c'est un diamant. Cette femme est un diamant. Indépendamment du fait que Hamler, c'est indépendamment. Mais c'est un diamant. Je l'appelle ma jarre. C'est vraiment une Joconde. C'est elle qui m'a envoyé dans un enfer. Mais alhamdoulilah, en m'envoyant dans cet enfer, je suis ressorti plus qu'heureux. En parlant d'enfer, dans l'un de ses livres, le Mahdi Achachour a écrit, j'ai oublié exactement le mot, un mot, hein, une certitude. L'humain ne peut pas aller plus loin que l'enfer. L'humain me gêne, je ne me souviens pas très bien du mot, hein. Est-ce que c'est l'humain ou bien l'individu ou bien l'Algérien, je ne me souviens pas de ça. Je suis désolé, j'ai oublié le titre du livre. C'est Mahdi qui a écrit une chose certaine, il n'ira pas plus loin que l'enfer. Donc voilà, moi je suis allé en enfer et je suis revenu de l'enfer grâce à ce diamant. Donc, deux petites parenthèses rapides. Wallah el-azim, j'ai pleuré au sens propre du terme devant Tahar Moussaoui. Quand j'avais surmonté ma peur d'aller vers une fonction de production à 3 variables. À 3 variables avec des nombres complexes. Bon, bref. Ça, Wallah el-azim, j'ai pleuré au sens propre du terme. Tahar Moussaoui, et quand je vous l'ai dit, tout ce que vous direz à Tahar Moussaoui à mon propos est vrai. Il a une mémoire d'éléphant. Il a été le témoin de toutes mes joies, de toutes mes peines. Certaines peines, nous les avons partagées ensemble, que Tahar, ensemble. Nous avons vécu les mêmes peines ensemble. Là, donc, ça c'est... donc, aller sur une fonction de production à 3 variables, en abandonnant la fonction d'homogénéité, etc. La transformation de la fonction coupe Douglas. Donc, chez moi, tout en étant aux études, donc je travaillais sur ça. Les études, je travaillais sur ça. Je disais à Tahar, il faut que j'aille sur 3 dimensions. Il faut que j'aille sur 3 dimensions à Tahar. La solution est dans un espace à 3 dimensions, comme ça. Ah, Tahar, j'ai peur. Comme ça, je disais à Tahar à la maison. Tahar, j'ai peur.
Tahar, il me décourageait. Il me décourageait, mais de temps en temps, il me disait, il n'est que chapeau, il n'est que tu résistes. Achref, abandonne-moi, ça fiche-nous la paix avec ça, allons-y, on va partir par-ci, par-là, on va faire ça, on va faire ça. Donc, j'ai découvert ça, j'étais heureux. Du moins, j'avais découvert que c'était possible. C'est grâce à un professeur de mathématiques euh, dans une université belge. J'ai vu qu'il avait abordé ça. Ouf. Alors, comme ça, maintenant, je peux me battre. Et je me suis battu. Ensuite, la deuxième anecdote, j'ai dit une fois, il faut aborder ça avec des nombres complexes. Donc, on étudiait les espaces vectoriels de dimension n. J'ai raconté des anecdotes sur ça. C'était à un certain moment, un professeur, rapidement, je dis bien rapidement, notre professeur de mathématiques, il a abordé les espaces vectoriels avec des nombres complexes. Je me regardais comme ça. C'est ce que je cherchais. Du moins, c'est ce que je voulais. Comprendre, savoir est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, etc. À la fin, je lui ai dit, c'est ce que les espaces vectoriels avec des nombres complexes, c'est tout ce qu'il y a. Non, 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 non. Mais quand même, il faut lire de la mathématique supérieure, etc. Donc, à la maison, il y avait une jeune étudiante avec nous, il y avait Tahar, il y avait une jeune étudiante. Mais à savoir, il y a une vidéo, j'ai montré ça, comment est-ce qu'on aborde donc, la fonction de production avec les espaces vectoriels et comment l'élongation et les rétrécissements, la réduction, etc., les récessions. Donc ça, essentiellement, Mehdi Aziz, s'il vous plaît, écoutez ça pendant en 4 phases ou en 5 phases, quand vous avez le temps, avec une bière, avec un café, etc. Et ensuite, on verra. Bon. Le livre qui n'a pas de chance. À ce jour, je ne l'ai pas encore abordé. Je n'ai pas encore commencé. C'est The Prince de Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli, il est en anglais. Il est en anglais à ce jour. À chaque fois, son tour saute. Son tour de lecture saute. Le livre le plus lourd, c'est de l'économie pure. C'est de l'économie, je l'ai acheté parce que il y a George Akerlof, prix Nobel d'économie, c'est Identity Economics. L'identité dans l'économie, ça j'en ai déjà parlé. C'est un livre extrêmement intéressant pour ceux qui s'intéressent à ça. Mais c'est un livre extrêmement lourd, très lourd à lire. Mais je l'ai lu, bien sûr. Noam Chomsky, le bien commun. Là où il y a le bien commun, je m'intéresse parce que moi, j'annote les livres. J'annote, je tords les coins de page, etc. Le bien commun, mais il faut que je reprenne. C'est des trucs, je lis beaucoup, donc j'oublie. Le bien commun, donc on l'a abordé, et il a été abordé par les économistes, par Elinor Ostrom, etc. Et surtout, qu'il existe dans l'oralité, il existe dans l'oralité, il existe dans la tradition, et il existe dans la pratique en Kabylie. Je préfère me limiter à la Kabylie parce que, même si je pense qu'il existe dans les Aurès, etc., la pratique du bien commun, quand est-ce qu'un bien commun reste un bien commun public, et quand est-ce qu'il devient, quand est-ce que le bien commun devient un bien social. Social, c'est-à-dire au sens de shmel. Maintenant que ce shmel est limité à 10, 20, 30 personnes, qui soit limité à un village ou à une région, là,
toute une série de discussions, de droits, de pratiques et de mathématiques s'imposent. Ça, c'est un livre intéressant parce que il parle de Medicare myths, 15 myths we have endured about the Canadian healthcare system. Donc, c'est le système de santé canadien, les 50 mythes du système de santé canadien. Bon, là, il faut avoir, bon, il faut vivre, probablement qu'il faut vivre au Canada, même s'il y a des idées qui peuvent être pratiquées en Algérie, etc. En Algérie ou en Afrique du Nord, mais bon, je pense que c'est un livre très idéologique, idéologique, hein, idéologique, the body economic, why austerity kills, recessions, budget battles and the politics of life and death, la politique de la vie et de la mort. J'ai lu comme ça rapidement ce livre, c'est comme ça que je lis, mais il faut que la politique de la vie et de la mort, c'est très intéressant. Hein? The Body Economics, Why Austerity Kills, by David Stuckler and Sanjay Basu. Sanjay Basu. Là où il y a des auteurs, des écrivains à consonance indienne, c'est vraiment recommandé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Super Freakonomics, Global Cooling, Patriotic Prostitutes and Why Suicide. Bon, ici pour suicide, certains en anglais on prononce soit suicide ou bien suicide. Suicide Bomber should buy life insurance. Stephen D. Levitt, Stephen G. Dubner. Il est très intéressant. Bon, maintenant, pour ceux qui ont fait économie, il y a de sérieux questionnements hein, que pose l'approche de ces deux. Mais c'est un best-seller. Hein, c'est vraiment un best-seller. Hein. J'en ai parlé. C'est un livre extraordinaire. Sans sortir de la sociologie théorique, c'est un livre écrit par un accidenté, Dan Ariely. Il a vécu un accident qui a fait lui coûter la vie. Il a souffert dans les hôpitaux, etc. Et il a écrit sur la rationalité et l'irrationalité. Il a démontré the upside of irrationality, the unexpected benefits of defying logic at work and at home. Donc, les bénéfices inespérés ou bien inattendus dans la défiance de la logique en travaillant chez soi ou au bureau. C'est-à-dire, quand vous êtes chez vous, lâchez-vous. C'est un livre du tonnerre, mais malheureusement, le temps n'est pas venu pour moi de revenir sur ces livres. Dans les vidéos qui seront branchées, la première parle de Bertrand Russell. Très célèbre par le paradoxe du barbier. Dans un village, le barbier rase toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes. Le barbier rase toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes. Qui rasera le barbier? C'est le paradoxe de Russell. Somptueux. Paradoxe de la logique. Avec ce paradoxe, il a rendu fou un autre mathématicien célèbre. Quand je dis un célèbre mathématicien, c'est-à-dire, ce sont les élus de Dieu. Hein? C'est-à-dire, les mathématiciens qui ont été envoyés par Dieu, là. Hein? Tu vois, Dieu a créé ces mathématiciens pour nous. En parlant de Bertrand Russell,
dans l'intervention, la vidéo des jeunes, c'est en français, hein, extraordinaire. Les deux vidéos que j'ai mises sont en français. Il a parlé de Bertrand Russell. J'en ai déjà parlé. Bertrand Russell est le créateur, avec Jean-Paul Sartre, du tribunal des peuples, qui porte d'ailleurs le nom du tribunal de Bertrand Russell. Ici, Bertrand Russell parle de la philosophie, idéopolitique, ses idéaux politiques. C'est un livre merveilleux. C'est un livre merveilleux. Bertrand Russell était un antimilitariste. Il était un pacifiste. Bertrand Russell admirait, aimait, respectait beaucoup Leibniz, Wilfrid Leibniz. Sauf que Leibniz a démontré l'existence de Dieu et Leibniz croyait en Dieu. Bertrand Russell est un agnostique qui pose la problématique de Dieu autrement. Pour Bertrand Russell, en tant qu'agnostique, disait que c'est l'inexistence de Dieu qui est difficile à démontrer. Pas l'existence de Dieu. C'est l'inexistence de Dieu qui est difficile à démontrer. Et Bertrand Russell est un spécialiste de Leibniz. Ce livre idéopolitique est une merveille à lire. Toujours la gêne. C'est un ancien livre. Donc, quand Bertrand Russell l'a écrit, il n'y avait pas les marchés financiers, les produits dérivés, il n'y avait pas ces histoires de cartel, il n'y avait pas cette histoire de financiarisation, etc. On est dans une économie, macroéconomie, reliée à la famille, à la nation, à un pays, etc. Donc, à la famille, c'est la microéconomie, à la famille, à la nation, c'est la macroéconomie. Il est plus dans les idéaux de justice, Bertrand Russell, dans les idéaux de justice. Ça, pour ceux qui lisent beaucoup la philosophie, ils seront probablement, je dis bien probablement, un peu gênés par le caractère ancien du livre. C'est-à-dire, il est difficile du moins pour moi, il m'a été difficile de le ramener à l'économie telle qu'elle se pratique maintenant avec les différentes crises, etc. Donc, pour Aziz et Mehdi, si vous c'est long, ça sera long, à peu près 1 heure entre mes mots. Moi, je m'arrête ici. Ce que je vous brancherai. Et écoutez le tout, s'il vous plaît. Comme ça, nous allons sortir ensemble de l'enfer. Aziz Mehdi, vous avez toute mon amitié, toute mon estime. Mes pensées les plus affectueuses à vos deux familles, proches et élargies. Et pour moi, Mehdi Aziz, pour aujourd'hui, je vous demande humblement, gentiment, s'il vous plaît, dites, souhaitez le bonheur à ma Joconde, à ma jarre, à mon diamant. Donc, à très bientôt, chers amis, à vous tous. Et Bertrand Russell. À lire, à lire, à lire, à lire. Bra khair.
Si vous êtes tombé sur cette vidéo, je présume que vous avez un minimum d'affinité avec les mathématiques. Sinon, pourquoi cliquer dessus et vous infliger un tel châtiment? C'est complètement débile. Et sur l'ensemble du spectre de l'amour qu'on peut vouer à une discipline, il existe une zone à double tranchant. Je fais bien entendu référence à l'extrême droite du spectre qui est engendrée par la passion. Quand vous dites que vous aimez les maths en société, en général, il n'y a pas de souci. En revanche, quand vous êtes passionné par les maths, là, on peut vous qualifier de taré. Alors ça reste gentil et saupoudré de second degré, pourtant vous savez tous qu'une passion peut vous dévorer complètement. Maintenant, question légitime, peut-elle vous dévorer au point de perdre la raison? Afin de répondre à cette question, j'aimerais vous dépeindre à travers cette vidéo l'histoire des plus grands logiciens du 19e siècle qui est relativement tragique. C'est à mon sens une des histoires les plus sensationnelles de l'histoire des mathématiques. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on parle de toute la folie qui a été engendrée par la logique. C'est parti. Pour vous raconter cette histoire, nous allons être obligés de centrer l'intrigue sur un individu très particulier. J'ai nommé Bertrand Russell. Au-delà d'avoir été un mathématicien admirable, on le reconnaît aujourd'hui pour avoir été un penseur exceptionnel. Il fallait voir les conférences qu'il donnait, c'était littéralement de l'or pur, jamais un mot de travers, jamais un écart à son humilité. Tout ce qu'il avançait était justifié avec une clarté magistrale, et c'était toujours magnifiquement illustré pour que le plus grand nombre comprenne. Donc on a véritablement affaire à quelqu'un qui traque sans relâche la connaissance. Mais alors, à quoi est due cette volonté de tout savoir et de tout remettre en question? Est-ce que c'est inné comme détermination, ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas eu des événements marquants dans sa vie qui l'aurait mené vers cette voie? Pour répondre à cette question, il va falloir faire un bond dans le temps vers une période un petit peu trop négligée par les biographies à mon sens, l'enfance de Russell. Sa période infantile, ce n'est clairement pas un cadeau. Quand bien même il est né dans une famille relativement aisée, il s'est retrouvé orphelin dès ses 4 ans. Effectivement, ses parents et sa sœur ont été tués par la diphtérie qui faisait des ravages à l'époque, donc très jeune, il a été contraint de vivre seul avec ses grands-parents dans la maison familiale de Pembroke Lodge, située près de Londres. Son grand-père était très relax, très ludique, il employait souvent le ton du jeu avec Russell. Sa grand-mère, en revanche, était une femme très stricte. Tout n'était que règles et définitions avec elle. C'était très militaire et elle lui redéfinissait tous les concepts, même les plus basiques. Notez bien ici que règles et définitions sont essentielles en logique, il est donc raisonnable de penser que cela a joué un rôle non négligeable dans son apprentissage de la rigueur. Son grand-père malheureusement rejoindra les cieux 2 ans après l'arrivée de Russell à Pembroke Lodge, et fatalement ça a fait disparaître le peu de joie qu'il y trouvait là-bas, et il s'est retrouvé dans une atmosphère réellement dépourvue d'émotions. Sa grand-mère tenait à ce qu'il ait un enseignement complètement agnostique, elle voulait se charger elle-même de son enseignement de la foi et de tous les dogmes religieux qui l'accompagnent. Des précepteurs étaient donc chargés de lui apprendre le reste, c'est-à-dire le grec, le latin, l'allemand et surtout les mathématiques. Son précepteur, chargé de lui faire découvrir les maths, a commencé par lui parler d'Euclide, donc tout ce qui touche à la géométrie élémentaire, tout en veillant à toujours insister sur l'aspect logique, la démonstration. Une des premières preuves qui fascinera Russell, c'est la preuve qu'un triangle ayant 2 angles égaux admet nécessairement 2 côtés égaux. Le mot nécessairement doit ici vous interpeller. C'est un adverbe qu'on retrouve très souvent en logique et qui fait appel à l'implication, c'est-à-dire une condition nécessaire. Alors pourquoi cette preuve en particulier déclenchera une fascination chez Russell? Mais tout simplement car ça va le rassurer. Il ne connaissait aucune certitude jusqu'à présent, et ensuite parce qu'elle fait appel à un raisonnement magnifique qui est le raisonnement par l'absurde. Et elle est parfaite à mon sens d'ailleurs pour aborder le raisonnement par l'absurde avec des enfants. En voulant montrer qu'il a 2 côtés égaux, vous supposez par l'absurde qu'un des côtés est plus grand que l'autre. Et vous aboutissez à une contradiction avec les hypothèses, c'est très visuel avec le dessin. Il en résulte alors que 2 côtés sont nécessairement égaux. Et c'est ici que démarre le coup de foudre, mesdames et messieurs. Pour la première fois de sa vie, il venait d'avoir la certitude totale que quelque chose était vrai. Parce que Russell vivait constamment dans l'ombre. Il ne savait pas, par exemple, que ses parents étaient morts. Sa grand-mère ne lui a jamais dit. Il le découvrira bien plus tard en trouvant son tombeau familial dans le cimetière du village. On pourra d'ailleurs observer dans ses écrits bien plus tard que les mathématiques lui ont sauvé la vie. Parce qu'assez tôt dans sa vie, il voulait se suicider parce qu'il n'était sûr de rien. Il n'avait plus de famille, rien ne le rassurait, et il avait cette peur viscérale de devenir fou. Donc absolument tout le conduisait vers la mort. Mais grâce à la démonstration mathématique, qu'il qualifiera comme la voie royale d'accès à la vérité, il surmontera cette phase suicidaire. Donc il va continuer les maths tranquillement, mais évidemment, un élément perturbateur va survenir. Il va rencontrer quelque chose dans les mathématiques qui va le frustrer énormément. En remontant les propriétés de géométrie d'Euclide, vous le savez, on arrive aux axiomes, qui sont des postulats évidents. Par exemple, si vous prenez 2 points, on est sûr qu'il y a une droite qui va passer par ces 2 points. Et le problème des axiomes, c'est que c'est indémontrable par essence. On a donc construit
toutes les mathématiques sur des postulats indémontrables, comme par exemple l'existence de l'ensemble vide ou le postulat des parallèles, qui dit que si vous avez une droite D et un point P, il existe une unique droite parallèle à D passant par P. Et admettre des choses sans en avoir la certitude absolue, c'est un truc qui gêne Russell. Et ça ne gêne pas que Russell d'ailleurs, ça gêne les logiciens de l'époque de façon générale. Comment savoir que les axiomes sont suffisamment consistants pour y construire une théorie dessus? Qui dit que par exemple si je retire pas un axiome, j'ai pas une théorie un peu plus légitime. Par exemple si vous retirez le postulat des parallèles, vous autorisez une géométrie toute nouvelle qui s'appelle la géométrie riemannienne. Le postulat ne se vérifiera pas puisque évidemment l'espace est non euclidien, mais pour autant ça ne gêne absolument pas de faire des mathématiques dessus. C'est tout aussi valide que n'importe quelle autre géométrie. Toutes ces questions axiomatiques vont profondément agacer Russell, qui va évidemment énormément se pencher dessus. Il va partir en première année d'université à Cambridge et les profs vont l'énerver. Pour lui, ils sont pas assez rigoureux. Par exemple, vous prenez le terme infinitésimal, on le définissait par ce qui est infiniment petit. Mais en fait, on tourne en rond parce qu'on définit un terme en l'employant dans sa propre définition. C'est pas du tout rigoureux et d'ailleurs, c'est un terme complètement tombé en désuétude, sauf pour les physiciens. Donc pour Russell, les fondements sont pourris et il fera d'ailleurs constamment des joutes verbales avec ses professeurs. D'un côté, il admirait les maths parce que les mathématiciens convergent vers des vérités qui ne se contredisent pas entre elles. Contrairement à la philosophie, vous pouvez avoir plusieurs vérités. Par exemple, les concepts mentaux, c'est inné ou acquis. Mais si vous lisez Kant, c'est inné, si vous lisez Hume, c'est acquis. Autre chose, y a-t-il opposition entre esprit et matière? Mais Descartes vous dira que oui, et Spinoza vous dira que non. Mais d'un autre côté, la philosophie, c'est la passion de la vérité à l'état pur. Et c'est cette absence de passion que Russell reprochait à ses pairs qu'il trouvait trop négligent. Personne ne voulait apparemment s'intéresser au postulat. Vraiment personne? Il y aura un exposé d'Alfred Whitehead sur les postulats auxquels Russell assistera qui va tout changer. Un oral tout à fait rigoureux, rafraîchissant sur l'examen de la certitude mathématique. Et Russell a vu en Whitehead un futur frère d'armes pour combattre le manque d'ordre qu'il régnait dans les axiomes. Whitehead lui fera une remarque intéressante, il lui dira que d'autres gens ont le cran de s'intéresser aux fondements de la logique, sauf qu'ils ne sont pas en Angleterre. Et c'est là que Russell va commencer à comprendre qu'il faut développer son cercle de connaissances. Il choisira donc de voyager à Paris pour assister au congrès de philosophie de 1900. C'est là-bas d'ailleurs qu'il rencontrera Peano et Padoa, deux grands logiciens italiens dont il recevra les travaux, et il va apprendre l'existence de Cantor et de Frege, avec qui il décidera de communiquer à son tour à travers des lettres, étant donné leur centre d'intérêt commun. Il est fort probable qu'il ait d'ailleurs aussi rencontré Hilbert pendant son séjour à Paris, surtout qu'il donnait quelques jours après le congrès de philosophie sa grande conférence fondatrice des mathématiques avec les fameux problèmes de Hilbert. Néanmoins, l'information n'est pas sûre, donc prenez-la avec des pincettes. Ce qui est important, c'est qu'ils sont arrivés à s'entretenir à un moment ou un autre. Bon alors, ça fait beaucoup d'acteurs qui viennent de rentrer dans notre histoire, et tenez-vous bien, chacun aura son importance. Et pour débuter avec le périple de la folie, nous allons parler un petit peu de Frege. C'était un personnage très excentrique. Quel logicien ne l'est pas, vous allez me dire, et il était obsédé par la modélisation de la réalité. Ses travaux sur la logique étaient prioritaires sur tout. Il considérait d'ailleurs son Begriffsschrift, son premier ouvrage, comme son enfant. Pour comprendre parfaitement la réalité, il fallait construire un langage qui soit parfaitement logique. Et c'est là où Russell et Frege s'entendaient parfaitement. C'est cette même fougue qui stimulait tout excellent logicien de l'époque. Ils étaient toujours animés par cette soif insatiable de savoir. Mais en faisant ça, est-ce qu'ils ne sous-estimaient pas les dangers de la connaissance? Heureux sont les simples d'esprit qui ne se torturent pas le cerveau pour percer les mystères de la logique, vous allez me dire. Maintenant, comment s'intéresser à la logique pure et comment l'étudier? La clé pour comprendre tout ce qui nous entoure se situe dans la conférence de David Hilbert que j'ai évoquée plus tôt. Cette conférence était magistrale. C'était d'abord faire un survol de l'avenir à travers la liste des 23 problèmes, qui étaient 23 problèmes irrésolus d'une importance capitale pour l'avenir, mais aussi et surtout exclure l'intuition et privilégier la logique. Et pour cela, asseoir la base des bases qui est l'arithmétique sur un terrain de certitude totale. Énoncer les choses avec la plus grande rigueur et la plus grande clarté possible pour s'assurer que toutes les questions admettent des réponses logiques. Et ce furent ici les idées majeures dégagées par Hilbert. Parce que le langage de tous les jours, c'est trompeur. D'où la volonté de tous les logiciens de fonder un langage parfait. Et quoi de plus parfait que les mathématiques, vous me direz? Eh bien attendez la suite. Et donc ça laisse à penser que l'arithmétique, c'est-à-dire compter, comparer les nombres, trouver des relations entre eux, c'était la chose la plus importante à poser. Et pour cause, c'est la base pour tout le monde. Maintenant je vous pose la question, comment construire l'arithmétique à partir de rien? Mais il faut construire la chose la plus basique qui soit, c'est-à-dire les nombres. On commence par les entiers, puis les rationnels, puis les réels, etc. Et c'est ici que la théorie des ensembles entre en jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas cette théorie, c'est la veine de base des mathématiques qui permet de tout reconstruire. Ça a été introduit par Cantor et c'est magnifique. Elle dit notamment, plutôt que de s'intéresser aux objets, intéressons-nous aux collections d'objets. Par exemple, toutes les fonctions continues, tous les nombres pairs, et dégageons des théories plus générales à propos de ça. L'idée de base est brillante et c'est un véritable paradis que Cantor a créé, il faut bien en prendre conscience. Malheureusement, et là où c'est un drame, c'est que ça force à s'intéresser aux fondements et à des concepts effrayants comme l'infini. Carl Friedrich Gauss avait déjà prévenu
les mathématiciens par le passé. Il ne fallait jamais regarder l'infini dans les yeux. S'en occuper directement, c'était de la folie pure. Parce que s'intéresser à l'infini, c'est très audacieux. Mais de l'autre côté, c'est un concept très obscur qui a révélé plus d'une fois la fragilité des mathématiques. Je ne connais d'ailleurs aucun concept mathématique qui a autant fasciné et dérouté les gens en même temps. Donc la mise en garde de Gauss était réelle. Et pourtant, devinez qui est arrivé avec un théorème de comparaison des différents infinis? Cantor. Et devinez qui est devenu fou allié? C'est le premier de notre épopée qui sombrera dans l'abîme de la folie. Un si grand mathématicien fondateur de la théorie des ensembles, des nombres transfinis, qui finira sa vie enfermé dans un sanatorium contre son gré à écrire des grandes divagations. C'est un drame absolu. Mais revenons un petit peu à Russell, si vous le voulez bien. Après tous ces échanges fructueux, il s'est mis à entreprendre un grand travail qui est de redresser les mathématiques. Et donc il a commencé la rédaction de son premier ouvrage mathématique en s'inspirant des idées de Frege et des notations de Peano. Et un jour, en vantant la théorie des ensembles, en l'expliquant à un néophyte, il s'est rendu compte de quelque chose de tragique. Comme vous le savez, un ensemble peut contenir d'autres ensembles. Prenez par exemple l'ensemble des partitions des antinaturels, bah ça contient l'ensemble des antinaturels. Ça contient aussi l'ensemble vide, les singletons, etc. Et plus fort que ça, avec la théorie de l'époque, un ensemble peut se contenir lui-même en tant qu'élément. L'ensemble de toutes les idées est une idée, par exemple. Et on peut même ajouter une négation, l'ensemble de toutes les choses qui ne sont pas des bouteilles n'est pas une bouteille. Du coup, il y aura un truc intéressant à voir, à quoi ressemble l'ensemble des ensembles qui se contiennent eux-mêmes. Et en parallèle, l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Et là, ce fut le déclic ultime pour Russell. Je vais vous demander, en guise d'aparté, d'imaginer un village dans lequel il y a une loi saugrenue qui réglemente les rasages. Elle affirme que les villageois qui ne se rasent pas eux-mêmes doivent être rasés par le barbier du village. Donc soit vous vous démerdez, soit c'est le barbier qui s'en occupe. Question... Qui est-ce qui rase le barbier? Il ne peut évidemment pas se raser lui-même, parce que le barbier ne rase que les gens qui ne se rasent pas eux-mêmes, et s'il ne se rase pas lui-même, il est hors la loi, parce qu'il doit raser les gens qui ne se rasent pas eux-mêmes. On aboutit à un paradoxe, le barbier se suicide, donc on appelle ça le paradoxe du barbier, et là vous allez me dire, mais Axel, quel est le foutu lien avec la théorie des ensembles? Mais l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes, se contient-il lui-même? S'il se contient lui-même, il est dedans. Mais s'il est dedans, il respecte la propriété de l'ensemble, et il ne peut donc par conséquent pas se contenir lui-même. Donc si c'est oui, c'est non, sauf que si c'est non, c'est oui. C'est là, mesdames et messieurs, tout le paradoxe de Russell, qui met à mal toute la théorie des ensembles de l'époque, et par conséquent, tous les fondements de la logique de l'époque. Parce qu'avant, on avait une théorie des ensembles naïve, et on pensait que n'importe quelle propriété pouvait définir un ensemble. Genre vous faites n'importe quel prédicat de langage, vous obtenez un ensemble. Sauf qu'on vient de voir un cas pathologique qui met à mal tout ça. Et le problème, c'est que quand ta théorie a pour axiome une propriété définit un ensemble, qui est ce qu'on appelle l'axiome de compréhension non restreint, mais c'est dramatique, parce que votre théorie, elle se contredit elle-même en créant des monstres. Et devinez qui avait cet axiome au cœur de sa théorie? Frege. Et devinez qui est devenu complètement fou à la suite d'une lettre de Russell? Ce qui s'est passé, c'est qu'après la lecture de la lettre contenant le paradoxe, Frege était dévasté. Parce qu'il l'a lu le jour où il devait donner le bon à tirer pour le second volume de son ouvrage. Donc il a couru à l'imprimerie en ordonnant qu'il fallait détruire toutes les planches, que tout était absolument faux, et c'était vraiment des années de travail. L'éditeur l'a supplié de le publier quand même, parce que c'était des années de travail, et économiquement ça aurait été dramatique, ça aurait quasiment été une faillite. Et après une longue négociation, Frege acceptera de le publier en ajoutant un addendum d'une humilité remarquable, qui témoignera de son désespoir et de l'anéantissement de son œuvre par Russell, et il ajoutera que l'arithmétique est totalement minée par ce paradoxe, et qu'il faut impérativement faire quelque chose. Et Frege ne se relèvera jamais de cet affront. Il cessera ses activités de publication mathématique, sa femme mourra peu après, si bien qu'il sera étouffé par la haine et l'incompréhension jusqu'à sa mort. On retrouvera dans ses papiers après sa mort des diatribes antisémites terribles, dans lesquelles il se vante d'avoir prouvé logiquement que les juifs étaient une race inférieure, et quand bien même c'était banalisé à l'époque, on était un petit peu avant la montée d'Hitler au pouvoir, bah ça démontre à quel point son esprit s'est fragilisé à tout jamais. Revenons maintenant un petit peu sur le paradoxe. Vous ne pouvez pas imaginer le bouleversement créé par la publication de ce paradoxe au sein de la communauté mathématique. Peano, Hilbert, Poincaré, tous étaient désemparés face à ce monstre. La théorie des ensembles de l'époque permettait la création d'un cataclysme, mettant à mal sa propre théorie. C'est très fort quand même. Donc il fallait absolument contourner tout ça. Et qui de mieux pour colmater la brèche que celui qui l'avait créé, après tout. C'était pour Russell la mission de sa vie. Et c'est là que naissent les Principia Mathematica. 3 ouvrages colossaux, plus de 2000 pages de symboles abjects. Ça a été coécrit avec Whitehead sur plus de 10 ans. Tenez-vous bien, 362 pages pour montrer que 1 plus 1 égale 2. Un travail titanesque, repris 4 fois à 0 parce que les axiomes ne convenaient pas vraiment. À chaque remise à 0, c'était un pas de plus vers la folie. Littéralement, tout menait au doute. Il était tellement sujet au doute qu'il a quitté sa première femme d'ailleurs à ce moment-là. Les éditeurs, quand ils ont vu le pavé manuscrit avec des millions de symboles, ils se sont dit, attends, mais on peut pas publier ça. Ce n'est pas publiable, personne n'est
en capacité de relire ce travail. Et surtout, personne n'avait envie de le faire. Ou peut-être y avait-il quelqu'un. On y reviendra tout à l'heure à ce quelqu'un. Donc ils ont dû financer eux-mêmes la publication de l'œuvre. Le premier ouvrage des Principia Mathematica a fini par être publié, mais il ne faisait clairement pas l'unanimité. Selon la communauté mathématique, il n'avait pas rendu les bases moins bancales, et ça ne convainquait pas grand monde. Donc Russell commençait à être dévasté. La folie est proche, faisons alors intervenir un nouvel acteur, Ludwig Wittgenstein. C'était un jeune passionné de logique qui a été envoyé par Frege. Il s'est vite démarqué auprès de Russell parce qu'il était vif, intense, passionné et peut-être un peu trop impulsif. Russell se comparait d'ailleurs à Wittgenstein. Il avait l'impression de retrouver une version de lui plus jeune, plus fougueuse, mais est-ce que toute cette énergie n'était pas un reflet de son instabilité finalement? Est-ce qu'à trop vouloir chercher la vérité, on ne perdrait pas son équilibre mental? Parce que même si la logique et la folie forment un couple stupéfiant sur le papier, on a vu que c'était intrinsèquement lié quand même. Et c'est assez paradoxal dans le fond. L'objectif de Wittgenstein, c'était de sauver les Principia Mathematica. Mais il fallait qu'il fasse attention parce que c'était dangereux. Sauf qu'entre-temps, il a été mobilisé au front pour la Première Guerre mondiale. Et ayant frôlé et côtoyé la mort pendant des années durant, il a convergé vers un point de vue complètement opposé à Russell. Russell qui a d'ailleurs passé 6 mois en prison pour avoir fait une propagande trop pacifiste. Et pour Wittgenstein, finalement, la logique était vide. Elle ne pouvait produire que des monstres et des tautologies au final. Et selon lui, l'échec de Russell provenait de la nature même de son ouvrage. On ne peut pas parler de logique, on ne peut que la montrer. D'un côté, on avait la logique très rigoureuse de Russell, et de l'autre, la théorie de l'image de Wittgenstein. Beaucoup plus empirique, qui dit que le monde est la totalité des faits, et qu'il est modelé par le langage, et qu'éventuellement ensuite vous pouvez appliquer la logique à tout ça. C'était le concret contre l'abstrait. Et Russell n'était pas indifférent aux arguments de Wittgenstein, surtout après son séjour en prison dans lequel il s'était beaucoup penché sur la philosophie des mathématiques. Et donc finalement, Russell jugea que son ouvrage était un échec. Mais pourtant, c'en était pas un, il avait inspiré tellement de gens par sa fougue, sans lui, beaucoup de choses n'auraient pas été possibles. Alors, n'était-il pas trop dur avec lui-même? Des gens étaient très reconnaissants du travail de Russell, il était invité et admiré par ses pairs. Et à ces occasions, un jour, on lui présenta un doctorant en logique très célèbre aujourd'hui, mesdames et messieurs, Kurt Gödel. Le seul, d'après Russell, ayant lu et étudié l'intégralité des Principia Mathematica. Et il y a une chose qui chiffonnait Gödel. Pas une seule fois dans les 2000 pages, il n'est écrit qu'une proposition logique peut être prouvée ou réfutée. Alors ça peut paraître être un détail, parce qu'apparemment, vrai implique prouvable. Je veux dire, c'est l'essence même de la logique. Mais du coup, c'est un axiome ou ça se prouve? C'est assez subtil, mais est-ce que vous voyez les ambiguïtés que ça peut provoquer? Entre-temps, Zermelo et Fraenkel avaient consolidé la théorie des ensembles de façon satisfaisante. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, on se place dans le cadre de la théorie ZF, les initiales pour Zermelo et Fraenkel, et les axiomes ne produisent plus de grands drames comme avant. Et on n'est pas à l'abri que ça arrive à nouveau. Donc tout le monde était rassuré dans la communauté mathématique, Hilbert toujours à prêcher activement en faveur de la logique, sauf qu'il y a eu un tournant assez perturbant. La résolution du deuxième problème de Hilbert qui portait sur la cohérence et la complétude de l'arithmétique. Donc, parler de la prouvabilité des propositions arithmétiques. Et c'est justement Gödel qui prendra la parole dans cette conférence. Le cœur de son exposé, c'était de voir si une question mathématique correctement formulée admettait nécessairement une réponse. Si je vous donne un énoncé mathématique, est-il prouvable? Et la stupeur générale, la réponse est non. Il existe des questions auxquelles on ne saurait pas répondre. Gödel a donc prouvé que l'arithmétique, et fatalement que tout système qui reposait dessus, était incomplet. Et on appelle ça aujourd'hui les théorèmes d'incomplétude de Gödel. Donc il existe des énoncés mathématiques dits indécidables, qu'on ne peut pas montrer. Et on pourrait se dire que c'est forcément des trucs tordus, mais je suis sûr que vous en connaissez. L'axiome du choix sous ZF par exemple, indécidable. L'hypothèse du continu, qui dit qu'il n'existe aucun ensemble de cardinal strictement compris entre n et r. Genre vous avez pas un truc entre le dénombrable et l'indénombrable, ben c'est indécidable. Une équation diophantienne admet-elle nécessairement une solution? C'est indécidable. Alors je conçois que ça reste très rare comme énoncé. Mais ils existent! Et conséquence dramatique, les mathématiques ne sont pas parfaites. Ça fait mal, hein? Même dans la discipline la plus certaine de l'univers, il existe des incertitudes. Et c'est là où Russell a eu l'illumination que quand bien même la logique était surpuissante dans son domaine, elle serait toujours inefficace à certains moments, en particulier dans les relations humaines. Quoi de plus irrationnel que l'amour, quoi de plus irrationnel que la guerre? Il ne peut donc exister de solution toute faite à tout problème. Genre vous prenez un problème délicat, il n'existe pas de formule toute faite pour le résoudre. Les points de vue, le subjectif, les émotions, tous ces concepts qui sont à des années-lumière de la raison, font que des problèmes ne seront jamais traitables
logiquement. Et c'est d'ailleurs là-dessus que j'aimerais finir. Néanmoins, restons en accord avec le titre de la vidéo. Des questions se posent quant aux relations entre la folie et la raison. J'aimerais qu'on reste pour ce débat dans un cadre mathématique. Selon vous, est-ce que ce sont les fondements des mathématiques qui sont responsables de la démence chez les logiciens? Ou alors au contraire, est-ce que ce sont exclusivement des gens pathologiquement atypiques et qui ont une propension à la folie qui s'intéressent au fondement même des mathématiques? D'un côté, il est vrai qu'il faut des prédispositions de rigueur quasi maladive pour s'intéresser d'aussi près à la base du langage de l'univers. Mais de l'autre côté, est-ce que quand vous remettez tout en question, en allant même jusqu'au moindre axiome d'existence, vous ne finissez pas ravagé par vos propres idées? Remettons ça dans son contexte et observons d'un œil extérieur ce genre de cheminement de pensée. Vous en venez à douter de tout, et pas seulement de tout ce qui vous entoure, mais aussi de tout ce qui compose les choses, y compris vous. Et ça renvoie à des questions philosophiques terribles. Pourquoi telle chose existe? Pourquoi est-ce que c'est cohérent qu'elle existe? Pourquoi cela peut-il éventuellement impliquer des paradoxes? Tous ces raisonnements qui s'entremêlent et cette remise en question perpétuelle de tout casse votre perception du réel. Sincèrement, vous pensez tenir combien de temps avec ces réflexions avant que votre cerveau ne vrille complètement? Le fait est que tout analyser est une habitude mortelle pour les émotions. Donc si on reprend le cas des logiciens déchus, on pourrait se dire que la folie est la fille de la logique. Mais quand on y pense, c'est toujours leurs insécurités et leurs névroses qui les ont conduits à la logique. Vous prenez Russell, c'est son enfance tragique qui l'a conduit à vouloir étouffer ses émotions. Et quoi de mieux que la logique pure pour contenir des émotions? Mais ça reste une bombe à retardement extrêmement dangereuse. Russell n'est pas devenu fou, il était extrêmement éveillé, certes très strict spirituellement et un petit peu excentrique, mais n'oubliez pas que les bizarreries sont l'envers du génie, et la rigueur exacerbée c'est juste le prolongement de la passion de l'exactitude. Et pourquoi je parle de bombe à retardement? C'est parce que son fils a fini schizophrène, parce que sa petite fille s'est suicidée, donc il y avait quand même des grandes fragilités mentales, probablement héréditaires. Pareil si vous prenez Hilbert, profil similaire, son fils a été interné de force en psychiatrie et il n'en avait rien à faire, il clamait haut et fort qu'il n'avait pas de fils. Il s'en foutait complètement et il ne l'a jamais revu. Et comment la logique peut pousser à des comportements aussi atroces, on pourrait se demander. Et c'est là où je vais aboutir à mon raisonnement. Si on décidait de construire un axe de rationalité pour mesurer le degré de raison des gens, on placerait intuitivement tout à gauche la folie et tout à droite la lucidité parfaite. Mais après toutes ces histoires dramatiques, est-ce que considérer que c'est un axe droit, ce ne serait pas erroné? Est-ce que ce ne serait pas plutôt un fer à cheval dans lequel on n'aurait qu'un petit saut à faire pour aller de la raison absolue à la folie? Et la logique ne serait-elle pas l'antichambre de la démence finalement? Pourquoi, à votre avis, plus votre intellect est élevé, plus vous avez des prédispositions à la folie? Il y a des questions importantes qui se posent ici, et j'aimerais donc que l'espace commentaire de cette vidéo soit un support à débat. Parce que vos avis m'intéressent sincèrement, et j'ai l'impression d'arriver au bout de ma réflexion. Il me manque des éléments philosophiques pour aller plus loin dans la réflexion. Étant donné l'esprit de certains dans les commentaires, je suis persuadé qu'on va trouver des mines d'or absolues et qu'on va pouvoir approfondir ce raisonnement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Première vidéo de cette nouvelle année, et non des moindres. Elle a suscité quand même beaucoup de recherches de mon côté. Ma longue absence a été expliquée sur le serveur Discord. En résumé, maladie, examen, remise en question, j'ai eu mes examens, donc c'est bien. Et peu importe, je suis de retour à partir de maintenant. En guise de complément, je vous renvoie vers la splendide BD Logicomics qui m'a absolument inspiré pour cette vidéo. C'est vraiment une magnifique source de fascination, donc je vous encourage à vous la procurer, neuf ou d'occasion. Je pense que sur Rakuten, vous pouvez l'avoir sans trop vous ruiner. Et si la vidéo vous a plu, alors croyez-moi, vous allez adorer ce livre. La prochaine vidéo ne sera pas mathématique. Ce sera une petite mise au point de certaines choses, c'est important de faire un bilan ensemble du chemin qu'on a parcouru. Je répondrai à quelques questions qui vous taraudent, et j'ouvrirai des débats plus poussés concernant par exemple le vice de la notoriété. Je ne vous en dis pas plus, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça m'a fait super plaisir de vous parler de tout ça, c'est une de mes anecdotes favorites. Je vous fais des bisous, je vous aime fort, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde! En 1931 paraissait dans la revue Monatshefte für Mathematik un article au titre apparemment incompréhensible, écrit par un jeune logicien qui n'avait seulement que 25 ans, Kurt Gödel. Cet article contenait deux théorèmes qui allaient révolutionner notre compréhension du fondement des mathématiques, les théorèmes d'incomplétude. La première fois que j'ai entendu parler du premier théorème d'incomplétude de Gödel, c'était en cours de philo, en terminale. Notre prof nous avait expliqué que ce théorème affirmait qu'en mathématiques, il existerait toujours des vérités qui sont indémontrables. Alors je vous avoue que sur le coup, ça m'avait un peu choqué. Qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'il existe des choses qui sont vraies mais indémontrables? Et comment affirmer ça, ça peut être un théorème? Eh ben, on va essayer de le comprendre ensemble. En mathématiques, on passe son temps à faire des démonstrations. Et d'ailleurs, c'est assez fréquent que les exos de maths qu'on fait au lycée ou bien plus tard soient posés sous cette forme. Par exemple, démontrez-moi que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Ou bien démontrez-moi le théorème de Pythagore, ou démontrez-moi que racine de 2 peut pas s'écrire comme une fraction, etc. L'idée qui traîne derrière, c'est que si on arrive à démontrer quelque chose, c'est que ce quelque chose doit être vrai.
Par exemple, le théorème de Pythagore, on sait le démontrer, et il est vrai, il fonctionne, il n'y a pas un seul triangle rectangle dans lequel il ne marcherait pas. C'est ça l'intérêt de faire des démonstrations, c'est pour être certain que quelque chose est vrai. Inversement, si quelque chose est vrai, on se dit qu'il doit être démontrable. Ça ne veut pas dire qu'on a déjà trouvé la démonstration, mais on est sûr qu'il doit en exister une quelque part. Donc quand on fait des mathématiques à notre niveau, vrai et démontrable, on fait comme si c'était la même chose. Ce qui est vrai est démontrable, ce qui est démontrable est vrai. Et bien pour comprendre l'objet des travaux de Gödel, il faut commencer par réaliser que non. Vrai et démontrable, ça n'est pas la même chose. Pour ça, il faut commencer par se demander qu'est-ce que c'est une démonstration. Alors c'est pas toujours explicite quand on fait des raisonnements mathématiques, mais les démonstrations en maths utilisent ce qu'on appelle la méthode axiomatique. Quand on fait des raisonnements mathématiques, au départ, on se donne un nombre restreint d'affirmations que l'on va admettre sans démonstration. On appelle ça les axiomes. Et dans une démonstration, on combine ces axiomes en utilisant les règles de la logique dans le but de créer de nouvelles affirmations. Et ces nouvelles affirmations, on les appelle des théorèmes. Alors on va commencer par prendre un exemple simpliste. Imaginons que je me donne 3 axiomes. Axiome 1, tous les êtres humains sont mortels. Axiome 2, tous les hommes sont des êtres humains. Et axiome 3, Socrate est un homme. Alors vous voyez qu'en combinant les axiomes 1 et 2, et en appliquant les règles de la logique, je peux déduire l'affirmation suivante. Tous les hommes sont mortels. Cette affirmation, c'est un théorème, c'est-à-dire qu'on l'a déduite des axiomes, on en a fait une démonstration. Mais maintenant, en combinant ce théorème avec l'axiome 3, je peux déduire un nouveau théorème qui dit « Socrate est mortel ». Alors cet exemple est ultra basique, donc on ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais vous voyez l'idée. On part d'axiomes, on construit des théorèmes, et on peut s'appuyer sur ces théorèmes pour construire encore de nouveaux théorèmes, et ainsi de suite. On peut prendre une analogie illustrée. Les axiomes, ce sont comme des briques de Lego de base, qu'on aura le droit d'utiliser autant de fois qu'on veut et de combiner entre elles. Et quand on combine des briques de base, on obtient des structures plus complexes, les théorèmes, qu'on peut à leur tour utiliser et combiner pour construire des structures de plus en plus riches. La beauté de la méthode axiomatique, c'est que comme avec les Lego, en partant d'un nombre restreint d'axiomes, on peut construire tout un tas de théorèmes. Mais vous voyez que ça dépend évidemment du système d'axiomes qu'on se donne au départ. Mon exemple avec les 3 axiomes sur Socrate nous a pas emmené très loin. Quand on veut faire des mathématiques, il faut bien choisir son système d'axiomes, et il existe plusieurs possibilités suivant le domaine dans lequel on veut travailler. Si vous voulez faire de la géométrie dans le plan, vous pouvez utiliser les axiomes d'Euclide, je vous les liste ici. Si vous voulez plutôt faire de l'arithmétique des nombres entiers, il est possible d'utiliser les axiomes dits de Peano. Alors voici quelques-uns. Axiome 1, 0 est un nombre. Axiome 2, tout nombre possède un suivant. Axiome 3, 0 n'est le suivant d'aucun nombre. Axiome 4, si deux nombres ont le même suivant, ils sont égaux, etc. Et puis, si vous voulez faire des maths plus compliquées, on se base en général sur les axiomes de la théorie des ensembles, qu'on appelle les axiomes ZFC. Le message important ici, c'est que quand on dit qu'un truc est démontrable, c'est jamais démontrable dans l'absolu. C'est toujours sous-entendu en utilisant un certain système d'axiomes. Par exemple, si je dis que j'arrive à démontrer qu'il y a une infinité de nombres premiers, c'est probablement en utilisant les axiomes de Peano, mais en tout cas certainement pas ceux d'Euclide. Et aussi, si je prends les axiomes de Peano et que j'en vire un ou deux, il est vraisemblable que je n'arrive plus à démontrer qu'il y a une infinité de nombres premiers. Vous comprenez bien pourquoi vrai et démontrable, c'est pas la même chose. Un truc vrai, c'est un truc vrai, mais un truc démontrable, c'est toujours sous-entendu en utilisant un certain système d'axiomes, et ça dépend du système d'axiomes qu'on utilise. Au début du XXe siècle, le mathématicien David Hilbert s'est demandé s'il existait un système d'axiomes parfait pour faire des maths. Un système parfait, ce serait un système avec lequel absolument tout ce qui est vrai serait démontrable, et inversement, tout ce qui est faux serait réfutable. Réfutable, ça veut dire qu'on peut démontrer son contraire. Un tel système, on appellerait ça un système complet. Et vous voyez qu'a priori, c'est pas gagné. Si j'oublie un axiome, je peux réduire considérablement le champ de ce qui est démontrable ou réfutable. Un peu comme si j'oubliais d'inclure un type de brique de Lego. D'un autre côté, contrairement au Lego, avec les systèmes d'axiomes, il faut faire un petit peu attention. On ne peut pas rajouter n'importe comment des axiomes à tout va, parce qu'il y a un danger mortel qui nous guette, qu'on se retrouve en situation de démontrer un truc et son contraire. Je vais reprendre mon exemple simpliste. Si je fais pas gaffe et que j'ajoute 2 axiomes, allez, axiome 4, Socrate est un philosophe, et axiome 5, tous les philosophes sont immortels. Vous voyez que j'ai un souci. J'ai déjà montré que Socrate était mortel, c'était mon théorème, mais là, en combinant le 4 et le 5, j'obtiens un nouveau théorème qui dit que Socrate est immortel. Donc avec mon système d'axiomes, j'arrive à démontrer un truc et son contraire. Et en maths, on veut surtout pas ça. Arriver à démontrer un truc et son contraire, ce serait l'équivalent d'un cataclysme logique. Un système d'axiomes qui évite cet écueil, on dit qu'il est cohérent.
Et donc voilà, l'idée de Hilbert de trouver un système d'axiomes parfait, c'était d'avoir un système d'axiomes qui soit à la fois complet, mais aussi bien sûr cohérent. L'espoir de Hilbert, c'était d'arriver à prouver qu'on était en train de bâtir les mathématiques sur un socle solide. Eh bien c'est cet espoir que Gödel a torpillé. Le premier théorème d'incomplétude de Gödel nous dit la chose suivante. À partir du moment où on peut faire au moins de l'arithmétique, quel que soit le système d'axiomes qu'on utilise, il existera toujours des affirmations qui ne sont ni démontrables ni réfutables. Ces affirmations, on dit qu'elles sont indécidables. Et pourtant, ces affirmations sont quand même soit vraies, soit fausses, mais on ne peut pas le démontrer avec les axiomes. Et donc, quelle que soit la manière dont on les choisisse, nos systèmes d'axiomes seront toujours nécessairement incomplets. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le théorème d'incomplétude. Si je reprends mon analogie Lego, ça revient à dire que quelles que soient les formes et les couleurs des briques de base que je me donne, il existera toujours des structures que j'arriverai pas à construire. Mais ça veut dire quoi une affirmation arithmétique qui soit vraie mais indémontrable? Je vous ai parlé dans une vidéo précédente de la conjecture de Goldbach, celle qui dit que tout nombre pair à partir de 4 peut s'écrire comme somme de deux nombres premiers. Mais on a cherché par ordinateur jusqu'à 1 milliard de milliards et ça marche. On n'a jamais trouvé de contre-exemple, c'est donc que ça doit être vrai. Mais personne n'arrive à le démontrer. Eh bien, peut-être que c'est vrai, mais indémontrable avec les axiomes qu'on utilise. Peut-être que la conjecture de Goldbach est indécidable dans notre système d'axiomes. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a aucun moyen de rafistoler notre système. Quels que soient les axiomes qu'on utilise, il existera toujours des propositions indécidables, des sortes de zones d'ombre. Et ça montre que la méthode axiomatique, elle est intrinsèquement limitée, même pour une chose aussi simple que l'arithmétique des nombres entiers. Alors rassurez-vous, des propositions qui soient à coup sûr indécidables, on n'en croise quand même pas tous les jours. L'une d'elles, je l'avais évoquée dans ma vidéo sur l'infini. C'est l'hypothèse du continu. La question de savoir s'il existe un infini plus grand que celui des nombres entiers, mais plus petit que celui des nombres réels. Eh bien, l'hypothèse du continu, c'est une proposition indécidable, même avec les axiomes ZFC de la théorie des ensembles. Maintenant que vous avez une idée de ce que raconte ce théorème, on va s'attarder un peu sur sa démonstration. Bah oui, comment c'est possible de démontrer un truc pareil? Évidemment, je ne vais pas vous faire la démonstration en entier et en détail, même si elle n'est pas si compliquée que ça une fois qu'on a pigé la philosophie générale. Et justement, je voudrais vous donner un aperçu de cette philosophie. Alors, considérez l'affirmation suivante. Il existe une infinité de nombres premiers. Cette affirmation, c'est une affirmation arithmétique qui porte sur les nombres entiers, et elle est soit vraie, soit fausse. Bon, en l'occurrence, elle est vraie. Maintenant, considérez l'affirmation « La proposition « il existe une infinité de nombres premiers » est démontrable ». Cette affirmation, elle est vraie aussi. Mais ce n'est pas une affirmation arithmétique, elle ne porte pas sur les nombres entiers eux-mêmes, mais sur l'existence d'une démonstration. On dit que c'est une affirmation méta-arithmétique. La distinction elle est vraiment essentielle. Quand je dis qu'un truc sur les nombres est vrai, je fais une affirmation arithmétique. Mais quand je dis que ce truc est démontrable, je fais une affirmation méta-arithmétique. Et c'est là que Gödel a trouvé un truc diabolique. Quand je dis qu'un truc est démontrable, ça veut dire que je peux écrire une suite d'affirmations qui partent des axiomes et qui les combinent pour arriver jusqu'à mon théorème. Chacune de ces lignes, on pourrait l'écrire avec des symboles mathématiques convenus d'avance de manière à s'affranchir de la langue, et à tout écrire de manière formalisée comme une suite de formules. Gödel a proposé d'associer un nombre à chaque symbole et de construire avec un nombre qui va représenter chaque formule de manière unique. C'est une manière de coder les formules avec des nombres. Et grâce à cette astuce, je peux finalement ramener toute ma démonstration, qui était une suite de formules, à une suite de nombres qui s'enchaînent selon certaines règles. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ça un peu plus en détail, ça s'appelle le codage de Gödel. Alors ça peut paraître complètement stupide comme idée, parce qu'on part d'une démonstration avec des formules qui est déjà pas forcément hyper simple à comprendre, et on ramène ça à une suite de nombres. Donc ça obscurcit complètement la démonstration, on pige plus rien. Mais voilà à quoi ça va servir. Prenez une affirmation arithmétique, qu'on va appeler A. Par exemple, il existe une infinité de nombres premiers. Dire que A est démontrable, c'est la même chose de dire qu'il en existe une démonstration. Bon, ok. Ce qui, grâce au codage de Gödel, est la même chose que de dire qu'il existe une certaine suite de nombres qui s'enchaînent selon certaines règles et qui codent cette démonstration. Et l'existence de cette suite de nombres, ça, c'est une affirmation arithmétique. Mais c'est pas la même que l'affirmation arithmétique A, mais on peut lui associer, on va l'appeler C de A. Et pourquoi c'est génial? Parce que d'un côté, on a une affirmation méta-arithmétique de démontrabilité, un truc pas très palpable, et qu'on arrive à lui associer une bonne vieille affirmation arithmétique classique. On dit parfois que Gödel a réussi à refléter la méta-arithmétique dans l'arithmétique. Passons maintenant à la deuxième astuce qui permet de faire la démonstration du théorème de Gödel. Vous connaissez le paradoxe du menteur? Vous savez l'histoire du menteur qui vous dit « Je suis en train de vous mentir ».
Sauf que s'il vous ment, c'est que finalement il est en train de dire la vérité. Mais s'il dit la vérité, c'est qu'il vous ment. Paradoxe. Eh bien, Gödel s'est un peu inspiré de ça. On l'a dit grâce au codage, à toute affirmation arithmétique A, on peut associer une affirmation codée C de A, telle que A est démontrable si et seulement si C de A est vrai. Eh bien, par un procédé astucieux que je vous épargne, Gödel a montré qu'on pouvait toujours fabriquer une affirmation arithmétique en particulier, on va l'appeler G en son honneur, telle que C de G soit le contraire de G, qu'on appelle parfois non G. Cette affirmation G, on ne l'écrit pas explicitement, on sait qu'elle existe, ça nous suffit, et donc pour elle, on a G est démontrable si et seulement si non G est vrai. Ou autrement dit, G est démontrable si et seulement si G est fausse. Alors, prenez une bonne inspiration et examinez cette phrase 2 minutes. Vous voyez qu'on a deux cas de figure. Soit G est fausse et démontrable, soit à l'inverse, G est vrai et indémontrable. Alors on va commencer par le second cas. G est vrai et indémontrable. Et bien voilà, on y est, c'est ce dont je vous parle depuis le début. Si c'est vrai, ça veut dire qu'on a réussi à construire une affirmation en particulier qui est à la fois vraie mais indémontrable. Et donc le système d'axiomes qu'on utilise est nécessairement incomplet. Intuitivement, on pourrait essayer de sauver les meubles en disant cette proposition G qui est indémontrable, j'ai qu'à la rajouter à mon système d'axiomes, comme ça je suis tranquille. Eh bien non, parce que la construction de Gödel fonctionne quel que soit le système d'axiomes. Donc on pourra toujours recommencer ce petit jeu et construire une nouvelle proposition indécidable. Même avec des systèmes d'axiomes aussi riches qu'on veut, il restera toujours des zones d'ombre. Tout ça nous dit que le rêve de Hilbert de trouver un système d'axiomes parfait, eh bien il est sans espoir. Alors notez bien que ça ne nous empêche pas de faire des maths, mais parfois on peut se trouver dans des situations où on soit obligé de passer dans un système d'axiomes plus puissant pour pouvoir démontrer des choses. Prenons un exemple, vous connaissez certainement le théorème de Fermat, celui qui dit que dès que n est plus grand que 3, il est impossible de trouver trois nombres entiers tels que x puissance n plus y puissance n égale z puissance n. Bon, ça c'est une affirmation purement arithmétique, donc on aurait envie de penser qu'on doit pouvoir la démontrer en utilisant juste les axiomes de l'arithmétique de Peano. Eh bien peut-être que c'est possible, mais aujourd'hui la démonstration existante de Andrew Wiles utilise des maths bien plus sophistiquées que la simple arithmétique, et donc se base sur les axiomes ZFC de la théorie des ensembles. Et en fait, peut-être que Fermat est indémontrable si on se limite aux axiomes de Peano, mais on ne sait pas. Tout à l'heure, je vous ai dit que Gödel avait réussi à démontrer qu'on pouvait toujours construire une proposition G, telle que G soit démontrable si et seulement si elle est fausse. Alors on a traité le premier cas, celui où G est vrai et indémontrable. Mais qu'est-ce qu'il en est du deuxième, celui où G est fausse et démontrable? Eh bien dans ce cas-là, c'est encore pire, parce que ça veut dire que notre système d'axiomes nous permet de démontrer des choses fausses, et là c'est la catastrophe. Tout ce qu'on a pu construire avec s'effondre. On dit que c'est un système incohérent. En résumé, Gödel nous dit qu'à partir du moment où on fait au minimum de l'arithmétique, quel que soit le système d'axiomes qu'on utilise, il est soit incomplet, soit incohérent. C'est-à-dire qu'on a le choix entre la peste et le choléra? Bah non, pas le choléra, mais disons entre la peste et le rhume. Si notre système d'axiomes est incomplet, c'est le rhume. S'il est incohérent, là c'est franchement la peste. Alors rassurez-vous, si les axiomes qu'on utilise tous les jours pour faire des maths étaient incohérents, on pense qu'on s'en serait rendu compte. On aurait déjà réussi à démontrer un truc et son contraire. C'est par exemple ce qui s'était passé avec les tout premiers axiomes de la théorie des ensembles. Dans la théorie des ensembles naïve telle qu'elle avait été formulée au début et qu'on a depuis abandonnée, on avait le droit de faire des ensembles de tout et n'importe quoi, et notamment des ensembles d'ensembles. Et on autorisait même qu'un ensemble puisse se contenir lui-même. Et tout ça avait abouti à un paradoxe logique. Si un ensemble peut se contenir lui-même, on peut définir l'ensemble des ensembles qui se contiennent eux-mêmes. Bon, ok? Et à l'inverse, on peut parler de l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Alors cet ensemble, on va l'appeler E. Question, est-ce que E se contient lui-même? Je vous laisse vous convaincre qu'il y a un paradoxe logique. S'il se contient lui-même, alors il ne se contient pas lui-même, et boum. Depuis, on a guéri les axiomes de la théorie des ensembles et le problème s'est jamais représenté. Donc on a de bonnes raisons de penser que s'il y avait eu une contradiction, on l'aurait trouvé rapidement. N'empêche qu'on aimerait bien pouvoir être certain de ça. Quand on voit un système d'axiomes, on voudrait être capable de dire si on est dans la situation rhume ou peste, c'est-à-dire s'il est incomplet ou incohérent. En pratique, ce qu'on aimerait surtout être capable de démontrer, c'est qu'il n'est pas incohérent, c'est-à-dire qu'il est incomplet, mais c'est quand même moindre mal. Et bien là, bam, Gödel a à nouveau torpillé cet espoir. Gödel a démontré que la cohérence d'un système d'axiomes faisait justement partie des propositions indécidables de ce système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démontrer qu'un système d'axiomes est cohérent en restant à l'intérieur de ce système. On appelle ça le second théorème d'incomplétude de Gödel. Et il est évidemment essentiel, même si on l'oublie parfois. Il a d'ailleurs fait très mal à Hilbert. Résumons la situation. Le premier théorème d'incomplétude de Gödel nous dit que tout système d'axiomes qu'on utilise pour faire au moins de l'arithmétique est soit incomplet, soit incohérent. Et le deuxième théorème nous dit que la cohérence ne peut pas être démontrée en restant à l'intérieur du système.
Alors en apparence, le théorème de Gödel est catastrophique. Il nous dit au mieux qu'il existera toujours des zones d'ombre, c'est-à-dire des choses qui soient vraies mais qu'on n'arrivera jamais à démontrer avec les axiomes qu'on utilise, et au pire que notre système est incohérent, c'est-à-dire qu'on est peut-être en train de démontrer des trucs complètement faux et qu'un jour tout va s'effondrer. Alors ça c'est la théorie, mais rassurez-vous, en pratique le théorème de Gödel est pas bien grave. Si vous êtes au lycée, allez pas voir le prof de maths en lui demandant s'il est certain que l'exo numéro 17 serait pas par hasard une proposition indécidable, ou bien en suggérant que le système d'axiomes qu'on utilise est peut-être incohérent. Non, on sait fabriquer explicitement des propositions indécidables, mais elles sont déjà assez sophistiquées et puis il n'y en a pas légion. Et généralement, on s'en sort en utilisant un système d'axiomes plus fort, par exemple en utilisant les axiomes de ZFC au lieu des axiomes de l'arithmétique de Peano. L'intérêt du théorème de Gödel, il est surtout conceptuel, philosophique, mais en pratique, il n'empêche pas les mathématiciens de dormir. Alors il faut quand même dire un truc, ce théorème il a été beaucoup abusé et déformé pour lui faire dire tout et n'importe quoi. Des choses du genre rien n'est certain, la connaissance humaine est à jamais limitée, ou bien les maths ne nous disent rien de connaissable avec certitude. Non, retenez que le théorème de Gödel s'applique dans un cadre très précis, les systèmes d'axiomes, et je devrais ajouter récursifs, qui contiennent au moins l'arithmétique. Donc ne faites pas dire à Gödel ce qu'il n'a pas dit. Sur un sujet comme celui-ci, il y a évidemment plus que jamais plein de choses que j'aurais pu raconter en plus, pour préciser des trucs un peu flous, voire même carrément un peu faux que j'ai dit. Par exemple ça, un truc vrai, c'est un truc vrai, ou bien encore ça. Même avec des systèmes d'axiomes aussi riches qu'on veut, si ces questions vous intéressent, j'en parle dans le billet qui accompagne la vidéo et qui vous parle notamment de la théorie des modèles ou du théorème de complétude de Gödel qu'il a démontré pendant sa thèse avant de démontrer ses théorèmes d'incomplétude. Autre aspect que j'ai également passé sous silence, on peut avoir sur le théorème de Gödel un regard beaucoup plus algorithmique, plus proche de ce que font les gens qui font de l'informatique théorique par exemple. Alors j'ai choisi de ne pas prendre cette présentation, mais Thomas de la chaîne Patience a fait une vidéo très bien sur le sujet que je vous encourage à aller voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Vous pouvez suivre les actualités de la chaîne sur Facebook et sur Twitter, et vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Un grand merci à tous les tipeurs qui me soutiennent, à bientôt.